Il y a des choses difficiles à expliquer, mais encore plus difficiles à oublier, comme le jour où le millionnaire le plus fermé de la ville s'est arrêté en plein milieu de la rue. Il est descendu et est tombé à genoux en voyant deux garçons identiques avec une marque sur le bras, la même que celle que sa femme défunte portait depuis l'enfance. « C'est elle », murmura-t-il. « C'est impossible. Si vous aimez les bonnes histoires, laissez un like et abonnez-vous. Sinon, vous allez rater la suite de ce récit que personne n'a jamais réussi à expliquer entièrement. » C'était un mardi étouffant. Ciel gris, pas de vent, l'odeur de la pluie suspendue dans l'air. Son nom? Elio Miranda, industriel de l'acier, cinquantaine bien entamée, cœur gelé depuis la mort, ou plutôt la disparition, de sa femme, il y a 5 ans, dans un accident de bateau sans corps retrouvé. Depuis, il vivait enfermé dans une maison noyée de silence. Il ne parlait plus à personne, ne regardait plus dans les yeux, ne souriait plus. Jusqu'à ce matin banal, en revenant d'une réunion à laquelle il n'avait même pas prêté attention. Elio vit, au feu rouge du quartier le plus pauvre de la ville. 2 garçons d'environ 7 ans vendant des bonbons aux voitures. Rien d'inhabituel jusque-là. Mais le monde s'est figé lorsqu'il a aperçu le bras gauche de l'un d'eux. Plus précisément, une tache, une forme de croissant de lune, exactement la même que celle de sa femme, au même endroit. Il est descendu de la voiture sans même l'éteindre. Avança en transe. Les klaxons derrière commencèrent à hurler. Le garçon recula, apeuré. Son frère le tira par le bras. Mais Elio tomba à genoux. Sa bouche tremblait. Ses yeux s'emplirent de larmes. Son visage, pâle. « Qui est votre mère ?» demanda-t-il d'une voix cassée. Le garçon répondit simplement. Elle disait qu'on était né de la lune et qu'un jour, notre père nous retrouverait. Sa respiration s'arrêta, mais ce qu'il fit ensuite, ce qu'il fit. Personne dans cette rue ne l'oubliera jamais. Et c'est là que le mystère commence. Le garde du corps d'Elio accourut. Il crut qu'il faisait un malaise, mais ce n'était pas une crise cardiaque. C'était un choc d'âme, une douleur mêlée d'espoir qu'on ne ressent qu'une seule fois dans sa vie. « Monsieur Elio, tout va bien ?» demanda le garde transpirant. Mais il n'écoutait pas, toujours agenouillé devant les 2 garçons, identiques, avec la même expression de peur et la même tache sur le bras. Cette maudite tache qu'il connaissait mieux que sa propre signature. « Quel âge avez-vous » demanda-t-il, la voix tremblante, presque en pleurs. « 7, répondit le plus courageux. « On aura 8 le mois prochain, 7 ans, 5 ans après la mort de sa femme. Donc, ses enfants sont nés avant la tragédie. Et votre mère ?» insista-t-il, le cœur battant comme un tambour de guerre. « Elle est morte ?» répondit l'un, baissant les yeux. « De tristesse » compléta l'autre, un silence pesant, du genre que même le vent n'ose pas briser. Elio se releva lentement, les mains tremblantes, le visage humide. Il regarda le garde et dit « Emmène-les dans la voiture. »« Mais, monsieur, ce sont des enfants des rues, vous voulez les emmener où ?»« Au seul endroit où il reste encore des réponses, dans cette vie, chez moi. » À l'arrière du 4x4 blindé, les jumeaux ressemblaient à 2 moineaux apeurés. Le chauffeur regardait dans le rétro confus, le garde bougonnait, ne comprenant rien. Mais Elio fixait l'horizon, le front contre la vitre, avec une seule pensée. Si c'est une coïncidence, alors Dieu se moque de moi. Et c'est là qu'il prit une décision qui, encore aujourd'hui, divise la ville en 2, ceux qui le traitent de fou et ceux qui l'appellent père. Mais la vérité, la vraie, restait enfermée dans une chambre close depuis 5 ans. Et c'est là qu'il emmenait les garçons. Au ChatGPT 10, la demeure Miranda ressemblait à un mausolée avec jardin. Silence, marbre froid, rideaux fermés depuis le jour où elle était partie. Mais cet après-midi-là, avec les 2 garçons posant pour la première fois le pied sur ce sol, c'était comme si le passé s'était réveillé, et de mauvaise humeur. Le garde hésita devant le portail. « Vous êtes sûr de vous, monsieur ?»« Absolument, » répondit Elio. Et il entra comme on revient dans un lieu interdit. Les garçons observaient tout, les yeux écarquillés, mais sans sourire. Ce n'était pas le luxe qui les impressionnait, c'était l'ambiance. « C'est bizarre ici », chuchota l'un. « L'air est triste », répondit l'autre. Et ils avaient raison.
Elio les mena directement au deuxième étage. Au fond du couloir, une porte verrouillée depuis l'accident, la chambre de sa femme. Il sortit de sa poche une vieille clé qu'il avait juré de ne plus jamais utiliser. La serrure tourna avec un clic sec, la porte grinça, et le temps sembla reculer. À l'intérieur, rien n'avait changé. Draps à fleurs, brosse à cheveux encore garnie, parfum à moitié entamé sur la commode. Et plus encore, son odeur. « Mon Dieu !» murmura Elio, s'effondrant contre l'embrasure de la porte. Mais les garçons, comme attirés par une force invisible, entrèrent sans peur. L'un alla droit vers la bibliothèque. L'autre s'arrêta devant une photo encadrée sur la table de nuit. « C'est elle, c'est notre maman », dit-il. Elio devint livide. Oui, c'était elle, même femme, même regard, la femme qu'il avait enterrée sans corps, celle qu'il avait pleurée 5 ans durant, la même que ses enfants appelaient « maman ». « Comment vous le savez ?» demanda-t-il, la voix nouée. Elle nous disait de ne jamais oublier la chambre bleue avec la fleur sur la lampe, et que papa avait les yeux tristes, répondit l'un. Elle a dit qu'un jour, papa ouvrirait la porte, ajouta l'autre. Le cœur d'Elio battait si fort qu'il semblait vouloir exploser. Mais avant qu'il ne puisse poser d'autres questions, un cri retentit en bas. C'était la gouvernante. « Monsieur Elio, il y a une lettre au portail !» Et ce qui était écrit changea tout. La lettre était ancienne, papier jauni, bord déchiré, écriture au stylo bleu à moitié effacée. Mais le nom en haut était encore lisible. Pour Elio Miranda. La gouvernante tenait l'enveloppe comme une bombe. Elle était sous l'ange de pierre, près du portail latéral. Elle a peut-être été laissée aujourd'hui, ou il y a des années. Elio arracha la lettre de ses mains comme un noyé cherchant de l'air. Il déchira l'enveloppe, non pas avec précipitation, mais avec une urgence désespérée. À l'intérieur, une seule feuille pliée 3 fois, et cette écriture, même aveugle, il l'aurait reconnue. C'était celle de sa femme. « Elio, si tu lis ceci, c'est qu'ils t'ont trouvé, ou que tu les as trouvés, peu importe comment. Ce qui compte, c'est que c'est arrivé. Ces 2 garçons sont plus que nos enfants. Ils sont la raison de ma disparition. Je sais que ça semble fou, mais tu m'as toujours dit que tu m'aimais, même dans mes folies, n'est-ce pas? Crois-moi, c'était la seule manière de les protéger. J'ai vécu dans la peur, tout le temps, depuis que j'ai découvert ce que ton frère avait fait. Tu ne sais pas tout, Elio, mais tu sauras. Et quand tu sauras, j'espère que tu m'aimeras encore assez pour me pardonner. Protège-les. Ce sont les êtres les plus purs que j'ai. Et si tu peux, retrouve-moi. » Avec amour, Livia. Elio lut et relut. Ses mains tremblaient tant que la feuille tomba au sol. « Mon frère, » murmura-t-il, comme si les mots étaient rouillés. Le garde s'approcha lentement. « Vous voulez que j'appelle Monsieur César ?» demanda-t-il. César, le frère aîné, associé, partenaire, et maintenant, suspect. Le regard d'Elio se perdit dans le vide. Les garçons apparurent derrière, silencieux. La lettre tremblait encore au sol. « Non, ne l'appelle pas, » dit-il doucement. « On va faire ça à ma manière maintenant. » Et là, dans ce hall glacial, commença une chasse à la vérité enfouie, aux promesses brisées, et à une femme qui peut n'avoir jamais été morte. César Miranda avait toujours été le grand frère, plus éloquent, plus apprécié dans les cercles d'affaires, plus respecté dans les interviews. Mais Elio l'avait toujours su. Derrière ce sourire immaculé se cachait un cœur incapable d'accepter la 2e place. Et maintenant, avec cette lettre en main et le nom de César au centre du mystère, ce qui n'était que soupçon devint urgence. « Tu vas vraiment remuer ça, Elio ?» demanda la gouvernante, le regard inquiet. « Il y a des choses qu'il vaut mieux laisser mortes. » Elio inspira profondément, regarda les garçons, assis sur le canapé avec le même regard triste que leur mère, et répondit « Certaines choses n'étaient pas mortes. Elles attendaient juste le bon moment. » Le lendemain matin, Elio se rendit au siège de l'entreprise familiale, sans prévenir, sans appeler, avec un visage fermé et une lettre dans la poche. César était en réunion, comme toujours. Chemise impeccable, costume sur mesure, sourire préfabriqué. « Il faut qu'on parle. Maintenant. » La salle devint silencieuse. César ferma son agenda et fit sortir tout le monde.
Ça faisait longtemps que t'avais pas mis les pieds ici, Elio. Quel honneur. J'ai reçu une lettre. Ah oui? De qui? Le fisc? Une banque? Ravi que tu sois de retour parmi les vivants. C'était de Livia. Le sourire de César disparut. Évaporation instantanée. Comment? Elle savait ce que tu as fait. De quoi tu parles, Elio? Tu perds la tête? Non, je me réveille. César rit, mais un rire forcé, nerveux. T'as toujours eu du mal à faire ton deuil, frangin. Mais inventer une conspiration, sérieusement. Elio posa la lettre sur la table. Lis, ou mieux, avoue. César ne toucha pas la feuille. Il la fixa et dit, si j'étais toi, j'enterrerais cette lettre, et ces gamins aussi. Le sang d'Elio ne fit qu'un tour, mais il ne répondit pas. Pas encore. Tu vas me dire où elle est, maintenant. Si je le savais, dit César, le regard tranchant, elle aurait déjà disparu pour de bon. Ce même après-midi, Elio convoqua un avocat. Il fit ce que personne n'attendait. Il demanda un test ADN pour les enfants. Mais ce n'était pas seulement pour confirmer la paternité, c'était pour autre chose. Parce que si le sang correspondait au sien, tout ce que César avait construit allait commencer à s'effondrer. Et là, la guerre entre frères éclata. Les jours suivants furent un cauchemar éveillé. Elio errait dans la maison comme une ombre avec une mission. Il ne mangeait plus, dormait à peine. Et chaque fois qu'il regardait les garçons, c'était comme contempler un miroir fissuré de sa propre existence. Les enfants posaient peu de questions. Ils voulaient juste savoir s'ils allaient devoir partir. « Vous ne partirez pas, disait-il. Maintenant que je vous ai trouvé, plus rien ni personne ne vous enlèvera. » Mais au fond de lui, il doutait de tout, surtout de lui-même. Et si son esprit lui jouait des tours? Et si son deuil s'était transformé en délire? Le test ADN fut fait discrètement, l'avocat professionnel, les échantillons recueillis avec soin, et le laboratoire de confiance absolue. Ne restait plus qu'à attendre. Une semaine d'angoisse. Pendant ce temps, Elio fouillait le passé, albums photos, vidéos, oubliés, petits mots de sa femme, gardés comme des reliques. Et c'est en fouillant dans une boîte cachée dans l'armoire, sous une pile de couvertures, qu'il trouva une clé USB, sans étiquette, sans explication. Il la brancha à son ordinateur. Un seul fichier vidéo, daté du jour de la disparition. 19/04, Livia, MP4. Il cliqua. L'image tremblait légèrement. C'était elle, visage pâle, yeux gonflés, cheveux attachés à la va-vite. Si tu regardes ça, alors je n'ai pas réussi à revenir. Elio, pardonne-moi, je n'avais pas le choix. J'ai découvert le plan de César, l'argent sale, les menaces. Je croyais pouvoir gérer, mais quand je suis tombée enceinte, j'ai compris que je ne pouvais plus prendre de risques. Il voulait que je signe des papiers, pour du blanchiment d'argent. Quand j'ai refusé, les avertissements ont commencé. L'explosion de la voiture de ma cousine, ce n'était pas un accident. C'était pour moi. J'ai juré de protéger nos enfants, même si pour ça, je devais disparaître. Ils sont nés en dehors des radars. Avec de l'aide, si un jour tu les retrouves, regarde leurs yeux. Ce sont les tiens, Elio. La vidéo s'arrêta. Elio s'effondra. Et cette même nuit, le téléphone sonna. C'était l'avocat. « Monsieur Elio, les résultats du test ADN sont arrivés. » Ce qu'il dit ensuite fit tourner le monde. La voix de l'avocat était ferme, mais lourde d'émotion. « Confirmez, monsieur Elio, les 2 enfants sont vos fils biologiques. La compatibilité génétique est absolue. » Silence. Au bout du fil, Elio ne répondit pas. Il tenait encore le téléphone, mais son corps avait perdu toute force. Il s'assit sur le sol du bureau. Et pour la première fois depuis des années, il pleura comme un homme qui venait de tout perdre, de tout retrouver et de tout comprendre. Plus tard, ce soir-là, Elio appela les garçons dans le salon. Ils portaient de simples pyjamas, mais propres. Ils avaient mangé, s'étaient lavés, mais leur regard restait le même. Celui de ceux qui ne croient pas que le monde peut les laisser longtemps dans un endroit sûr. « Je veux vous dire quelque chose, » commença-t-il, la voix nouée. « J'ai découvert aujourd'hui que vous êtes mes enfants, de sang, pour de vrai. » Les 2 se regardèrent. Le plus jeune, bouche entr'ouverte, l'autre, les yeux humides, mais tenaces. Alors,
C'est pour ça qu'elle disait que tu allais nous trouver un jour, chuchota-t-il. Elio tenta de sourire mais n'y parvint pas. L'émotion était trop brute. Pardonnez-moi de ne pas vous avoir trouvé plus tôt, d'avoir cru qu'elle était vraiment morte, de ne pas avoir douté de ce qu'il fallait. L'aîné s'approcha. Il posa sa tête contre la poitrine d'Elio. Elle parlait de vous tous les jours. Elle disait que vos bras, c'était l'endroit le plus sûr du monde. Et là, au milieu de ce salon autrefois froid, un foyer venait de naître. Mais dehors, le danger, lui aussi, commençait à se mettre en mouvement. Le lendemain, l'avocat d'Elio reçut un avertissement anonyme. S'il continue à creuser le passé, les enfants en paieront le prix. Le message était accompagné d'une photo. Une photo prise de l'intérieur de la maison, pointée directement vers la fenêtre de la chambre des garçons. Autrement dit, quelqu'un à l'intérieur était du côté de César, et le prochain mouvement pouvait être fatal. Ce n'était pas juste un avertissement, c'était une menace avec adresse, avec plan de maison, avec viseur. Elio verrouilla toutes les fenêtres de la chambre des enfants, renforça la sécurité, déconnecta les caméras du réseau courant et engagea un expert indépendant pour tout examiner. Je veux savoir qui est avec mon frère dans cette maison, et je veux le savoir hier. L'expert, un ancien militaire taciturne, passa 48 heures dans la demeure. Il analysa les caméras, les micros cachés, les allées et venues du personnel. Et c'est là que la bombe éclata. Un micro actif, dissimulé derrière le cadre photo dans la chambre de Livia. Autrement dit, même le sanctuaire de sa femme était violé. Elio rassembla les employés dans le grand hall, un par un. Sans éveiller de soupçon, il observa leur réaction. Mais une attira son attention. Sueli, la gouvernante, toujours attentionnée, toujours présente, toujours irréprochable. Trop, peut-être. Depuis combien de temps êtes-vous avec nous, Madame Sueli ? Demanda-t-il en lançant l'hameçon. 15 ans, monsieur, depuis que Madame Livia était encore votre fiancée. C'est bien ce que je pensais. Et pourtant, vous ne m'avez jamais dit qu'elle avait une sœur jumelle. Sueli se figea. Silence. Pardon, elle n'avait pas de sœur ? Ah non ? Alors pourquoi votre nom figure-t-il à la maternité où les garçons sont nés sous le nom de jeune fille de ma femme ? Elle tenta de cacher sa panique, mais le mensonge avait déjà fui par son visage. Elio la confronta seule, dans la chambre de Livia. « Vous avez aidé ma femme à disparaître, n'est-ce pas ? Vous saviez tout. » Sueli, les yeux rouges, finit par avouer. Elle me l'a supplié. Elle disait qu'ils allaient la tuer. Je ne pouvais pas refuser, mais j'ai juré de ne jamais rien vous dire, parce qu'elle avait peur, que si vous vous approchiez trop, les enfants en paient le prix. Elle avait plus confiance en vous qu'en moi. Elle avait plus confiance en vous qu'en n'importe qui. Mais elle savait que César était capable de tout, y compris de vous détruire si vous approchiez de la vérité. Elio ne savait pas ce qui faisait le plus mal, la trahison silencieuse, ou la vérité protégée par amour. Mais une chose était sûre, la seule personne capable de tout lui révéler était encore vivante. Et Sueli, tremblante, finit par dire « Je sais où elle est, mais si vous y allez, quelqu'un va mourir. » L'endroit était simple. À l'écart de la ville, près d'une chaîne de collines oubliée des cartes, une ancienne maison de retraite retapée en refuge rural. Sueli griffonna l'adresse sur un bout de papier, la main tremblante. Elle vit là depuis 4 ans. Elle sort très peu. Elle se cache. Si vous y allez, allez-y seul. Elio prit la route sans dire un mot. Aucune musique, aucune pause, juste le vent et le bruit du moteur, et le visage d'elle, martelant dans sa mémoire, le même qu'il avait vu pour la dernière fois dans un cercueil vide. En arrivant, il s'arrêta devant un vieux portail en bois. Il klaxonna. Une femme âgée apparut. Elle le regarda avec méfiance. « Je cherche une femme, Livia Miranda. » La vieille ne répondit pas tout de suite. Elle le fixa. « Attendez ici. » 2 minutes passèrent, ou peut-être une éternité, jusqu'à ce qu'une porte blanche s'ouvre tout au fond. Et elle apparut. Même chevelure, même démarche. Mais le temps gravé dans les traits. Elle s'arrêta. Ses yeux se figèrent. Et lorsqu'elle vit Elio, sa main couvrit sa bouche. Il descendit lentement de la voiture. « Tu es vivante. Tu es venue. » Le silence s'étira, comme une corde prête à rompre. « Pourquoi ?» demanda-t-il. « Parce qu'ils allaient nous tuer. »
Tu pensais qu'en t'éloignant de moi, tu me protégerais. Tu ne m'aurais jamais laissé disparaître, et je n'aurais pas dû. Elle pleura, lui aussi, mais pas d'embrassade, juste de la douleur. Livia mena Elio dans une petite chambre. Dans un coin, une boîte de documents, des preuves de blanchiment d'argent, des menaces, des virements douteux à son nom, tous liés à César. J'ai gardé ça comme assurance, mais je n'ai jamais eu le courage de m'en servir. Maintenant je l'ai. Si tu t'en prends à lui, il ripostera, et cette fois il n'y aura peut-être pas d'échappatoire. Elio prit les papiers. J'ai assez fui. Le lendemain, il déposa tout devant la justice et lança le plus grand procès de l'histoire de l'entreprise familiale. César fut convoqué, et le monde des affaires trembla, mais César n'était pas du genre à accepter la défaite en silence. Et au fond de la salle de réunion, en regardant tout le monde, il déclara « Si mon frère veut la guerre, il l'aura, et elle ne se terminera pas au tribunal. » Le procès contre César fit la une de tous les journaux. Guerre de milliards entre les frères Miranda, corruption, disparition et révélation. L'entreprise chuta en bourse. Les investisseurs paniquèrent. Mais ce que personne ne savait, c'est que derrière les papiers et la justice, ce qui se jouait vraiment, c'était une vengeance. César n'attendit pas. Dans la nuit du 3e jour après la plainte, la voiture d'Elio fut percutée par un camion en route vers le tribunal. Mais il n'était pas à l'intérieur. Le chauffeur, également son garde du corps, survécut, avec de multiples fractures. Cette même nuit, les freins de la voiture de la gouvernante lâchèrent. Elle s'en sortit uniquement parce qu'elle avait pris le pain avec le boulanger du quartier. Coïncidence. Elio savait que non. « Il veut couper les branches avant que j'atteigne la racine », dit-il. Livia fut placée en lieu sûr, témoin clé en danger de mort. Mais avant de partir, elle remit à Elio ce qui manquait. Un enregistrement, réalisé en secret, des années plus tôt. On y entendait la voix de César discuter avec un autre homme. Si elle ne signe pas, on fera passer ça pour un accident. Et les enfants? Elle prétend ne pas être enceinte. Elle cache quelque chose. Et si ça fuite? Ça fuit avec elle, ou sans. Preuve irréfutable qu'il avait planifié la disparition de sa propre belle-sœur. Et pire, qu'il savait pour les enfants. Avec l'audio en main, Elio retourna au tribunal. Mais à son arrivée à l'audience, le juge l'informa que César avait disparu. Il avait quitté le pays la nuit précédente, en jet privé, avec de faux papiers. Un chien acculé court plus vite, murmura Elio, les mâchoires serrées. Et alors, quelque chose d'encore plus inattendu se produisit. Les deux garçons, désormais officiellement sous la garde d'Elio, trouvèrent une vieille photo au sous-sol de la maison, un portrait de famille Miranda, mais au verso, écrit à la main « Si je disparais, regardez l'envers du nom. LM ». Personne ne comprit sur le moment, mais les yeux d'Elio s'illuminèrent. Il connaissait cette piste. C'était un ancien code entre eux, et ce qu'il découvrit ensuite allait tout faire basculer. Gonitnu. Au ChatGPT 10, le message au dos de la photo était énigmatique, mais Elio connaissait bien la femme qu'il avait épousée. Livia adorait les énigmes, les devinettes, les messages cachés dans les choses les plus simples. Regardez l'envers du nom, Miranda. Il prit un papier, écrivit le nom, le relut, puis il le retourna, lettre par lettre. A-D-N-A-R-I-M, Adnarim. Nom étrange. Mais il était là, et ce n'était pas la première fois qu'Elio le voyait. Il fouilla dans les carnets de recettes de Livia, ses vieux cahiers, ses notes de maison, et il le retrouva. Plusieurs fois, toujours griffonné dans les marges, entouré de cercles, suivi de chiffres. Il lança des recherches, sur Internet, dans les bases de données de l'entreprise, dans les anciens contacts de sa femme, et il trouva. Adnarim était le nom d'un projet secret, enregistré au sein d'une fondation soi-disant caritative, créée par César il y a des années, prétendument pour aider les familles démunies. Mais selon les documents qu'il découvrit, ce projet n'existait pas physiquement. C'était une société fantôme, utilisée pour blanchir de l'argent. Elio rassembla toutes les preuves et les remit au ministère public. Et sur cette base, un nouveau mandat de perquisition et d'arrestation internationale fut émis contre César Miranda. Mais parmi les documents, une information encore plus choquante émergea. Le projet Adnarim
avait comme cofondatrice officielle une femme déclarée morte, Livia. Autrement dit, même après sa disparition, César avait maintenu le nom de sa belle-sœur dans les montages illégaux, pour que, si tout venait à s'écrouler, la faute retombe sur elle. Il voulait que, si la vérité éclatait, elle soit arrêtée, ou pire, discréditée. À ce stade, la maison d'Elio était sous surveillance 24h24, les enfants, sous protection rapprochée. Mais son cœur, lui, ne trouvait pas la paix. Car même avec un monde qui tombait, César était toujours libre, jusqu'à ce qu'Elio reçoive un message crypté d'un numéro international. Si tu veux voir le visage de celui qui t'a volé ta vie, viens seul, entrepôt 14, vieux port, minuit. Apporte l'enregistrement, sinon, enterre tes enfants une seconde fois. Le sang d'Elio se glaça. C'était César, ou quelqu'un agissant pour lui. Cette nuit-là, sans prévenir personne, Elio prit sa voiture et partit. Ce n'était pas du courage, c'était de l'instinct. Parce qu'il y a des choses que le cœur décide seul et qu'on suit sans comprendre. Ce qu'il trouva dans l'entrepôt était plus qu'un piège. L'entrepôt 14 était une structure abandonnée, à l'odeur de rouille et de sel. Silence total, sauf les mouettes et le ressac. Il gara la voiture, feux allumés, puis coupa le moteur. Descendit lentement. Chaque pas résonnait, comme si le sol lui murmurait « Repars tant qu'il est encore temps ». Mais il ne repartit pas. Il entra. À l'intérieur, une obscurité épaisse, silence pesant, jusqu'à ce qu'une ampoule s'allume au fond, faible, et sous elle, une chaise. Quelqu'un était assis. « Tu en as mis du temps, frère », dit une voix. C'était lui, César. Barbe mal rasée, cernes profondes, un verre de whisky à la main. Il avait l'air d'un spectre. « Tu as fui pour ça ?» demanda Elio sans s'approcher. « Fuir? Non, je me suis mis à l'écart, pour te laisser une chance de rester idiot. Mais apparemment, tu as décidé de creuser ta propre tombe. Tu as utilisé le nom de Livia. Tu l'as mise comme associée dans une société bidon. Tu as blanchi de l'argent en son nom. Tu as voulu la tuer. Et tu as failli tuer mes enfants. »« Mais, failli » répéta César en ricanant. « Dommage, hein ?» Elio inspira profondément. « Tu m'as fait venir ici pourquoi ?» César se leva, lentement. « Pour te dire que si tu continues, tu finiras comme notre père, seul, avec tout et sans personne. Faux. Lui, il est mort de honte. Moi, j'ai encore un nom propre. Pour l'instant. » Elio sortit son téléphone, lança l'enregistrement. « Si elle ne signe pas, on fait passer ça pour un accident. » La voix de César remplit l'entrepôt comme un verdict. Il ne réagit pas tout de suite. Il fixa Elio, puis sourit. « Tu n'aurais pas dû venir seul. » À ce moment, deux silhouettes surgirent du fond de l'entrepôt. Homme armé, visage couvert, pas assuré. Elio leva les mains. Mais lui aussi sourit. « C'est toi qui aurais dû mieux regarder dans ton rétro. » Dehors, des lumières rouges commencèrent à clignoter. Gyrophare. Police fédérale. Mandat d'arrestation international. César tenta de fuir. Il fut plaqué au sol, menotté. Il hurlait « T'es un faible, Elio. T'as pas les tripes pour être un Miranda. » Mais Elio le regarda droit dans les yeux et répondit « Et toi, t'as jamais eu l'âme pour être mon frère. » Pendant qu'on emmenait César, Elio resta seul, figé, dans cet entrepôt vide. Et pour la première fois depuis la disparition de sa femme, il inspira profondément, comme un homme qui enfin sort du deuil. Au ChatGPT-10, César fut arrêté, inculpé et traîné dans la boue par les journaux qui, autrefois, le célébraient comme un génie des affaires. Mais la cicatrice qu'il laissa sur la famille Miranda ne s'effaça pas avec un verdict. Quelques jours après l'arrestation, Elio retourna à la maison de campagne où Livia était toujours cachée. Cette fois, avec les enfants sur la banquette arrière. L'arrivée se fit dans le silence. Aucun discours, aucune mise en scène, juste un long regard entre elle et les garçons. Et puis, ils coururent, et elle s'agenouilla, à découvert, sans défense, les bras grands ouverts, le cœur en lambeaux. « Pardonnez-moi d'avoir disparu. » Mais les enfants l'enlacèrent, fort, comme si enfin le monde s'était remis à tourner dans le bon sens. Ce soir-là, assis sur un banc usé sous les étoiles, Elio et Livia parlèrent sans se presser. « Tu as encore peur de lui ?» demanda-t-elle. « J'ai plus peur de ce qu'il a laissé en moi. »
Et qu'est-ce qu'il a laissé? Il regarda ses fils, endormis l'un contre l'autre sur le canapé. Trop de gens pensent que la force, c'est de ne jamais perdre. Mais j'ai appris que parfois, la force, c'est de continuer après avoir tout perdu. Elle lui prit la main, doucement. Tu me pardonnes d'avoir disparu? Tu me pardonnes de ne pas t'avoir protégé? Ils n'eurent pas besoin d'en dire plus. Le pardon était là, silencieux, mais complet. Dans les mois qui suivirent, la famille Miranda fit les gros titres pour une toute autre raison. Elio annonça qu'il transformait l'ancienne entreprise familiale en fondation sociale, avec le nom de Livia en tête d'affiche. Il coupa les contrats douteux, renvoya les gros bonnets de la corruption, et à leur place, il embaucha des mères célibataires, des anciens détenus, des jeunes orphelins, des invisibles, qui n'attendaient qu'une chance. Et ainsi, ce qui était sang souillé devint nom propre, ce qui était silence devint voix. Mais même dans cette paix retrouvée, Elio savait que la vie ne garantissait rien. Elle ne donnait que des instants. Et c'est pourquoi, ce soir-là, assis sur la véranda avec ses enfants sur les genoux et sa femme à ses côtés, il dit « Si un jour je disparais, suivez la marque, parce que l'amour, quand il est vrai, laisse toujours une trace. » Le temps passa comme il passe pour ceux qui ont trop souffert, lentement à l'extérieur, mais en déchirant tout à l'intérieur. Quelques mois plus tard, la fondation aidait déjà plus de 100 familles. La maison d'Elio résonnait de bruit, de rire, de jeux, de joie. L'ancienne demeure, autrefois glaciale, était devenue un refuge pour des âmes simples, et le symbole d'un renouveau que personne n'aurait cru possible. Mais tout n'était pas fait. Un après-midi, un journaliste sonna à la porte. Il voulait interviewer Elio, disait que c'était pour un grand reportage sur la rédemption. Il hésita, mais ses fils étaient là. Et quand l'un d'eux lui dit « Papa, raconte ton histoire, elle est belle », il accepta. L'interview fut enregistrée dans le jardin. Soleil doux, oiseaux proches. « Pourquoi avez-vous tourné le dos à la fortune ?» demanda le journaliste. « Parce que la vraie fortune me regardait avec des yeux d'enfant et m'appelait papa. Vous regrettez quelque chose, de ne pas avoir douté plus tôt, d'avoir cru ceux qui ne le méritaient pas, d'être resté silencieux quand j'aurais dû crier. Que diriez-vous à quelqu'un qui vit un deuil comme le vôtre ?» Elio regarda le sol, réfléchit, puis répondit lentement « Dis-lui qu'il y a des choses qu'on ne surmonte jamais, mais qu'on apprend à vivre avec. La douleur ne part pas, mais elle devient souvenir, et le souvenir ne tue pas, il enseigne. » Le lendemain, l'interview fit le tour du pays. Des milliers de commentaires, des lettres, des visites, des gens remerciant Elio pour avoir partagé une histoire aussi humaine, aussi brute, aussi réelle. Mais parmi toutes les réactions, une seule attira son attention. Une lettre anonyme, sans signature. Elle disait « Tu as survécu, mais sache que l'histoire de la famille Miranda a encore des fissures. Et si tu creuses plus profond, tu découvriras une autre vérité. Quelqu'un qui a aussi souffert des mains de ton frère. » Elio lut la lettre 3 fois, et il comprit, même si la justice avait fait ce qu'elle pouvait, certaines blessures restaient ouvertes, et ce qui viendrait ensuite serait peut-être le début d'un nouveau combat. Mais cette fois, il ne serait plus jamais seul. La vie n'était plus comme avant. Mais elle n'en avait pas besoin. Le silence qui autrefois hurlait dans cette maison était désormais une simple pause entre deux rires. Les deux garçons, qui un jour vendèrent des bonbons au feu rouge, couraient aujourd'hui avec leurs sacs sur le dos, un uniforme propre, et des cahiers remplis de dessins qui disaient plus que tous les mots. Livia retrouva peu à peu sa place dans le monde. Elle fit de la thérapie, elle fit du pain, elle fit la paix avec son reflet dans le miroir. Et Elio, Elio, l'homme qui était fait d'acier, était redevenu chair. Il avait compris que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse. C'est juste la manière la plus honnête pour le cœur de rappeler qu'il est vivant. Le dernier dimanche de l'année, ils se réunirent tous sur la véranda. Toute la famille. Le ciel était orange, la brise, légère, et leurs pieds nus sur la pierre froide du sol disaient clairement « Ils étaient là, entiers ». Les enfants demandèrent « Papa, pourquoi on ne fête pas Noël avec des cadeaux ?» Elio rit. « Parce qu'il y a des gens qui attendent toute l'année un cadeau et oublient que le plus beau cadeau, il est là. » dit-il en tapotant leur poitrine. « Il est en vie,
Il est ensemble, et il a le nom propre. Il se leva, regarda l'horizon, et parla, non pas à ses fils, ni à sa femme, mais à quiconque voulait entendre. Il y a des marques que la vie laisse, que même le temps n'efface pas. Mais il y a aussi des amours, que même la mort ne peut éteindre, et des familles, qui naissent dans des fissures, et poussent plus fortes que les plus vieux des chênes. Il fit une pause, et conclut. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont tout perdu, mais en vérité, ils ne faisaient que commencer à gagner ce qui compte vraiment. Et toi, qu'as-tu pensé de cette histoire, hein? Commente juste en bas, lâche un like pour soutenir la chaîne, et abonne-toi pour ne rater aucune autre belle histoire comme celle-ci. À bientôt, de la part de ton papy riche.